Donc, écoutez, je vous souhaite la bienvenue là, pour la rencontre d'évaluateurs estimateurs en bâtiment. Ce soir, la rencontre, on va vous présenter là, toute l'information, autant sur les conditions d'admission, le programme, les cours, le retour aux études et aussi comment s'inscrire là, par la suite pour à être admis là, au programme d'évaluateurs estimateurs en bâtiment. Donc, au niveau des conditions d'admission, d'entrée de jeu, c'est une attestation d'études collégiales. Donc, pour être admis à une attestation d'études collégiales, il faut soit posséder le diplôme d'études secondaires. Pour les gens qui auraient fait des études à l'extérieur du Québec, ça va prendre une évaluation comparative du midi. Ou ça pourrait être aussi une autre combinaison de formation pour les gens qui pourraient avoir l'attestation d'études de niveau secondaire ou le TEMS, communément aussi, peut-être ceux qui connaissent sous ce terme-là. Une personne qui aurait le DEP avec un français secondaire 5. Donc, il y a différentes combinaisons de formation que vous pouvez avoir là, pour être admis à une attestation d'études collégiales. Donc, c'est le genre d'information, là, si vous n'êtes pas certain, que je pourrais répondre là, en fonction de votre dossier. Une autre condition, les attestations d'études collégiales, c'est pour principalement les adultes. Quand on parle adulte, la personne doit avoir interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein depuis pour au moins 2 sessions ou une année scolaire. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui aurait fait une année d'études collégiales, donc qui a fait une année d'études postsecondaires, peut être admissible à une attestation d'études collégiales. Ou ça pourrait être une combinaison d'avoir interrompu ses études à temps plein pendant une session, puis avoir fait une session d'études collégiales aussi. Une personne qui aurait un diplôme d'études professionnelles, qui aurait terminé un parcours secondaire, qui aurait été faire un DEP, peut par la suite là, être admissible à une attestation d'études collégiales. En plus de ces conditions-là, il y a une condition particulière qui est d'avoir les mathématiques TS, donc technico-sciences ou SN de 4e secondaire. SN, c'est sciences naturelles ou les 436. Donc, en gros, peut-être pour le langage commun, c'est d'avoir les mathématiques fortes de la 4e secondaire. Donc, c'est les conditions. Comme vous voyez, l'attestation d'études collégiales, ce n'est pas pour un jeune qui vient de terminer son secondaire puis qui s'en vient à une attestation. Il doit quand même avoir un autre parcours là, pour être admissible. Au niveau des coûts de la formation, au collégial, les frais de scolarité, c'est 225 par session pour une personne qui fait des études à temps plein. Quand on parle de statut temps plein, c'est des gens qui ont 4 cours ou 180 heures de cours durant la même session. Dans le cadre du parcours de l'attestation, il y a 4 sessions. Vous allez avoir, il y a plus de 4 sessions, mais vous allez avoir à payer les frais de 225 4 fois durant votre parcours scolaire. S'ajoute à ça des frais de volume ou des guides d'apprentissage qui sont élaborés par les enseignants. On estime le coût aux alentours de 800 $. C'est sûr que ça peut varier un petit peu, mais calculer entre 800 et 1000 $ là, au niveau des frais de volume là, et de guide. Durant le parcours aussi, ça peut arriver qu'on va vous demander de faire des visites à l'extérieur du cégep. Ça se pourrait qu'on vous demande d'aller visiter un centre de rénovation pour aller voir tous les différents matériaux qui existent sur le marché, parce qu'on va faire des liens aussi avec vos cours. Ou on peut vous demander aussi d'aller faire des visites de résidence pour aller voir vraiment, là, appliquer ce que vous avez vu en cours, puis pouvoir voir des éléments qui vont être concrets. Fait que ça peut être quelques fois pendant votre formation où on va vous demander des déplacements, mais vous pouvez toujours penser au covoiturage aussi quand vous faites ces déplacements-là.
Au niveau d'un horaire de cours, on vous a mis un horaire type de cours. Il faut penser que vous allez avoir entre 21 et 24 heures de cours par semaine. Les cours se donnent en général entre 8h55 et 16h10, mais ça se peut qu'à certaines sessions ou certaines journées, vous commenciez à 8 heures et au plus tard que vous pouvez terminer, c'est 18 heures. Nous, on doit là, tenir compte de plus en plus dans les programmes de formation, les laboratoires informatiques sont utilisés. Donc, c'est un peu en termes de laboratoire qu'on a des limitations. Fait que des fois, là, pour optimiser le tout, on doit terminer des fois à 18 heures ou selon les disponibilités aussi des enseignants. Fait que vous voyez l'horaire type, vous voyez, il y a des périodes qu'on appelle travaux pratiques. Les travaux pratiques, vous n'avez pas à vous déplacer à l'école. C'est vraiment des moments pour vous, pour faire vos lectures, votre étude, vos travaux. Ça peut être des travaux d'équipe. Donc, vous en avez 2 ou 3 périodes de travaux pratiques dans la semaine et elles varient de semaine en semaine. Donc, il ne faut pas penser de dire, ben moi, ça semble être les mercredis, moi, je vais aller travailler les mercredis. Ça se pourrait qu'une autre semaine, ce ne soit pas les mercredis là, qui sont en travaux pratiques. Et ça peut arriver des fois qu'on a des absences d'enseignants, une tempête de neige, qu'on doit reprendre des cours. Donc, ces cours-là, on les reprend durant les périodes de travaux pratiques. Fait que grosso modo, il faut être disponible du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures. Mais comme je vous dis, le 18 heures, oui, on le voit, mais c'est pas, vous ne terminerez pas à 18 heures là, à tous les jours de la semaine. On essaie, dans la mesure du possible, là, on est conscient là, que vous avez des fois des enfants, vous avez des obligations de garderie. Mais c'est certain que nous, on veut vous le dire parce qu'il faut prévoir des fois peut-être un plan B si on a des cours qui se terminent plus tard ou qui commencent plus tôt. La séquence des cours, vous voyez, là, dans le fond, le programme de formation va débuter le 3 octobre pour se terminer le 8 décembre 2023. Vous avez là un 14 mois de formation et vous voyez le découpage des sessions. Nous, on appelle ça des modules. Donc, vous avez là, on pourrait dire 6 modules. Le module 6 et le stage. Fait que vous avez en moyenne 4 cours par module. Donc, ça veut dire que vous venez de front, là, 4 cours là, en même temps. C'est certain que ça va vous demander, ça demande aux gens une certaine organisation, une certaine discipline aussi. Mais ça, c'est quand même des choses là, qu'on peut vous venir en soutien. On est conscient que pour la majorité, ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas été aux études. Donc, on a quand même des ressources là, au collège où on peut vous aider à vous organiser pour partir là, de la bonne façon dès le premier module. Ça peut être de prendre des notes, ça peut être de comment je peux organiser comment je peux organiser mon agenda, comment je peux organiser mon cartable pour avoir des méthodes efficaces d'études, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en notes. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris des notes. Donc, tout ça pour vous dire là, que oui, vous avez 4 cours, mais vous avez l'adaptation, mais vous n'êtes pas seul dans ça. Là, vous pouvez avoir du support en ce sens-là. Ce qu'il faut penser, tantôt, je vous parlais de 21 à 24 heures de cours par semaine, mais en plus de ces heures-là, donc ça, c'est les heures que vous avez en classe au cégep, mais il faut penser aussi que vous avez du temps à consacrer à l'extérieur. Fait que ça ne s'arrête pas seulement à l'école. Si je vais vous donner un exemple, qui est le cours ici de construction 1, vous avez une pondération ici qui est un 2, 2, 1. Vos 2 premiers chiffres, dans le fond, on les calcule ensemble, donc 4 fois 15.
c'est un calcul. Normalement, une session régulière, c'est sur 15 semaines, mais nous, à la formation continue, on est un petit peu en accéléré. Donc, le cours de construction 1 est un cours de 60 heures. Ce que ça nous dit, c'est que si j'ai 4 heures de cours dans ma semaine, normalement, je devrais consacrer 1 heure à la maison. C'est un chiffre qui est vraiment une moyenne. D'une personne à l'autre, ça peut varier. Donc, 1 heure, c'est le minimum. Il y a des gens qui vont avoir besoin de davantage faire de lecture parce qu'ils ne connaissent pas du tout le secteur. Donc, ils partent un petit peu plus loin. Il y a des gens qui vont peut-être avoir déjà une certaine expérience dans le secteur. Donc, c'est sûr que c'est variable, mais ça vous donne une idée du nombre d'heures à consacrer là, en plus de du temps que vous êtes assis là, en classe. Donc, ça se peut qu'une semaine, votre première semaine de cours, ben, l'heure, vous n'avez pas nécessairement besoin de la faire. Mais quand on est rendu à la semaine 6, oups, il y a des examens de mi-session, on a des examens de fin de session aussi, qui, là, c'est un peu plus à un rythme là, un peu plus élevé. Fait qu'on peut consacrer plus de temps cette semaine-là. En gros, ça, c'est votre grille de cours. Vous voyez ici la séquence des cours pour les modules suivants. À la fin, vous avez, au module 6, vous avez un stage qui est prévu sur 4 ou 5 semaines. C'est un stage en entreprise. Donc, c'est sûr que le programme comme tel, ben, c'est un programme où vous avez 2 voies de sortie. Quand on regarde les cours, on a tantôt, Anthony va vous parler là, plus en détail des cours, mais on a vraiment dans notre programme 2 voies de sortie. On a une voie de sortie pour les estimateurs en bâtiment et le volet évaluateur en bâtiment. Anthony, tantôt, va vous faire le parallèle entre les deux secteurs, parce que c'est vraiment 2 secteurs d'activité connexes, mais en même temps différents là, au niveau des tâches. Fait que les gens au courant de la formation, mais on s'aperçoit que oups, des fois, ils arrivent avec leur idée, mais plus la formation avance, plus ils découvrent un autre secteur et des fois décident de balancer vers l'autre secteur puis d'aller faire leur stage là, dans ce secteur-là. La recherche de stage, c'est sûr que ça, on en reparle là, au courant du parcours, mais il faut penser que la recherche de stage, c'est l'étudiant qui fait sa recherche de stage, mais je vous dirais que ça se passe très bien dans les temps qui courent, les recherches de stage. Et on a eu, là, dans nos 2 dernières cohortes, la plupart de nos étudiants sont restés en emploi par la suite. Là. S'ils ne sont pas restés, c'est parce que finalement, ben, ils ont décidé d'aller vers un autre employeur, là, mais les employeurs sont ouverts là, à l'heure où on se parle. Ce que je vais faire, Anthony, je vais te laisser la parole si tu veux nous parler des cours du programme. Je te laisse, là, je te laisse la parole. Génial. Donc, on peut en fait, si on veut le diviser un peu les cours là, en 4 catégories, là, si on veut. C'est exemple, on prend la session 1, si on a des cours de mathématiques qu'on pourrait appeler dans une catégorie autre. Donc, c'est un peu un bon français, là, un refresh. C'est sûr qu'on repart de la base parce qu'évidemment, oui, il y a les exigences là, au niveau de mathématiques de secondaire 4 fortes, mais c'est sûr que pour certains d'entre vous, ça va peut-être faire 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est sûr qu'on repart du début. C'est bien correct comme ça. En même temps, ça remet les bases là, pour la suite des choses parce qu'on va en avoir besoin autant en estimation qu'en évaluation d'avoir quand même des bonnes notions de mathématiques. Cours de construction 1, bien, c'est sûr qu'on parle de cours de construction, les différents matériaux, mais voir comment un bâtiment est fait. Là. Donc, les étapes pour un bâtiment résidentiel. Produits et matériaux, bien, c'est là qu'on va plus parler de tous les matériaux possibles, autant pour exemple une maison qu'un bâtiment peut-être un peu plus commercial, industriel ou même institutionnel. L'utilisation de logiciels, bien sûr qu'on va revoir ou voir, pour certains qui ne l'ont pas encore vu, bien, Word, Excel et AutoCAD pour dessiner des plans. Donc, comme je disais tantôt, il y a un peu 4 catégories. Il va y avoir des cours vraiment plus liés à l'estimation, plus liés à l'évaluation. Il va y avoir aussi ce qui est très important en commun, là, surtout la construction, parce que peu importe le métier
soit en évaluation ou en estimation, il faut bien connaître nos bâtiments, puis bien les comprendre. Puis voir je pourrais appeler la catégorie autre là, qui est tout à fait utile aussi, là, mais c'est tout ce qui est mathématique, l'utilisation de logiciels aussi qui va être tout à fait pertinent. Donc, sur la première session, c'est un peu les catégories autres, commencer à comprendre le bâtiment. On est surtout là-dedans. Ensuite, dans la deuxième module, construction 2, bien là, on va commencer à toucher à avoir des bâtiments un peu plus compliqués, plus au niveau commercial et autres. On va voir aussi droit de la construction. Donc, c'est autant utile en évaluation qu'en estimation. En estimation, de comprendre c'est quoi les règles d'estimation, parce qu'il y a des règles à respecter. Pas juste, oui, au niveau des chantiers, il faut comprendre comment un chantier fonctionne. Parce qu'évidemment, si on est en estimation, bien oui, il faut estimer le coût des matériaux, mais aussi de comprendre comment un chantier, ça fonctionne. Donc, il y a des règles aussi sur les chantiers de construction. Puis en évaluation, bien, c'est tout à fait pertinent parce qu'en évaluation, il y a aussi plein de lois là, à connaître. Puis je vous dirais aussi ça, c'est aussi un cours qui est intéressant pour leur donner quelques reprises. C'est intéressant aussi au niveau personnel. Là. Il y a plein de lois que vous allez apprendre, des choses vous allez pouvoir utiliser aussi dans la vie de tous les jours. Sinon, deuxième module, il y a estimation 1. On commence à faire des relevés de quantité. Donc, on commence à dire, exemple, que je voudrais construire, mettons le bois pour construire une maison, ce serait quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, commencer à faire du relevé de quantité. Et on va aussi avoir un plan de vie qui est super important, bien, commencer à lire des plans. Parce que autant en évaluation qu'en estimation, on va avoir besoin d'utiliser des plans. Là. Sinon, module 3, c'est là qu'on commence un peu plus l'évaluation. Donc, on a coût résidentiel agricole que c'est l'évaluation. Donc, commencer à calculer la valeur des bâtiments. On approfondit l'estimation. Donc, commencer à estimer des petits projets. Donc, je dis, parfait, si je voudrais construire une petite maison, combien ça pourrait me coûter? Ensuite, mécanique du bâtiment. Donc, de comprendre comment les systèmes mécaniques, qu'est-ce qu'il y a aération et autres, comment c'est fait. Parce que, oui, on les a sur les plans, mais il faut quand même comprendre comment le bâtiment est fait. Donc, mécanique du bâtiment, c'est super important. Et on a statique et résistance des matériaux. C'est qu'il y a un peu de calculer la force, la charge des matériaux pour savoir est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que j'ai là. Module 4, on a en fait estimation électricité. Donc, exemple que j'ai un bâtiment, de pouvoir calculer, bon, qu'est-ce qui est mon électricité, tous les systèmes électriques, qu'est-ce que je vais avoir besoin. Génie civil, donc on parle plus, exemple, pour l'excavation, ou sinon ça pourrait être des ponts ou des choses comme ça. Donc, d'estimer des petits projets comme ça. Estimation mécanique, un peu comme dans l'électricité, mais là, plus pour tout ce qui est système d'eau et autres. Et on va avoir technique de parité qui est de l'évaluation de bâtiment. Donc, c'est pas mal ça. Donc là, c'est sûr que le module 4, on est déjà pas mal plus dans le concret. Là. Et le module 5, on approche bientôt de la fin. Construction 3. Donc là, on va aller vraiment finir la matière qui manquait peut-être au niveau des bâtiments, plus approfondir notre commercial et industriel. Immeubles commerciaux industriels, ça, c'est un cours d'évaluation. En fait, c'est comment évaluer des bâtiments commerciaux et industriels et la méthode du revenu. Ça aussi, c'est de l'évaluation, c'est d'évaluer des bâtiments avec les revenus qu'ils vont générer. Et ensuite, il y a le stage en entreprise, qui est, comme Caroline tantôt disait, ça, inquiétez-vous pas, là, ce que vous allez en trouver, c'est assez facile. Là. Même nous, on en cherche au bureau. En fait, tous les bureaux en cherchent, là, franchement. Là. Autant en évaluation qu'en estimation. Là, donc, les débouchés sont assez impressionnants aujourd'hui. La prochaine étape, tu pourrais-tu nous parler, Anthony, des deux champs, des deux voies de sortie au niveau de la profession puis des tâches, là, la différence un peu entre les deux? Oui, parfait. En fait, si on commence par l'estimation, l'estimation, c'est avant travaux. Donc, exemple, je pourrais travailler pour un entrepreneur général qui construit des maisons, des bâtiments commerciaux ou industriels ou il construit des ponts ou des routes. Donc, lui, le but, c'est de calculer, première chose, c'est quoi la quantité de matériaux que je vais avoir besoin en premier lieu. Et ensuite, de dire, parfait,
et ensuite pour poser ça, combien que ça va me coûter en temps homme et autres. Donc, l'estimation, c'est vraiment une question de coût, de savoir combien que ça va me coûter. C'est d'être un bon estimateur va être le plus réaliste possible versus le vrai construction qui va arriver plus tard. Donc, il travaille vraiment en amont du projet et de plus en plus, je vous dirais, les estimateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont aussi ensuite aller sur le chantier pour diriger le chantier. Donc, il y a aussi de plus en plus ce volet-là qui vient avec. Donc, vous allez surtout travailler pour des firmes de construction, entrepreneurs en électricité ou en système mécanique ou en génie civil pour faire des routes, des ponts, viaducs et autres. Aussi en municipalité, parce que, bon, évidemment, il y a plusieurs projets qui se font dans les municipalités. Donc, moins qu'on a une municipalité quand même d'envergure, exemple Saint-Jérôme, ben, ils ont besoin de personnes en estimation pour estimer le coût des projets. Donc, c'est quand même aussi un métier qui est ça. Il y a quand même beaucoup de débouchés en estimation. C'est quand même relativement récent. Si on recule d'il y a 40 ans, il y en avait plus ou moins. Il commence à en avoir de plus en plus. Je dirais ceux qui sont là, c'est une bonne chose, mais ils font un bon travail. Donc, de plus en plus, les entreprises s'en vont vers à avoir des estimateurs qui travaillent à temps plein, même si ce n'est pas des énormes entreprises de construction. Évaluation immobilière. Mais en fait, c'est d'évaluer la valeur d'un bâtiment et d'un terrain. On pourrait leur diviser en deux, même, évaluation immobilière. Il y a autant au municipal qu'au privé. Donc, au privé, ça pourrait être d'évaluer une maison s'il y en a qui ont des maisons, par exemple, pour le financement hypothécaire. Vous allez chercher un prêt à la banque. La banque vous dit, parfait, oui, Anthony, tu as les moyens de se payer cette maison-là. Tu as les moyens d'avoir un prêt de 300 000, mais la maison vaut-tu 300 000? Donc, ils vont engager un évaluateur. Donc, ça pourrait être pour ça une hypothèque ou, bon, c'est plate, là, mais fin de divorce, exemple, il va y avoir un divorce, les personnes veulent savoir combien que la maison vale. Expropriation. Donc, c'est vraiment plus au privé. On veut connaître c'est quoi la valeur, plus ou moins en date d'aujourd'hui, c'est quoi la valeur de l'immeuble. Et on a aussi au niveau municipal, qui est pour fin de taxation. Donc, de savoir c'est combien les propriétés valent pour les rôles d'évaluation des villes et municipalités. Là. Donc, c'est évident, c'est très, très similaire, là, mais c'est deux branches, si on veut, à l'évaluation. Ce qu'il faut comprendre, je veux juste faire un petit aparté, c'est que l'attestation comme telle, ben, c'est plus un volet technique. Donc, vous agissez à rôle au niveau de technicien. Il y a une autre profession qui est évaluateur agréé. Par contre, l'attestation ne permet pas d'être évaluateur agréé. Là, c'est d'autres conditions là, pour pouvoir être évaluateur, soit une formation universitaire ou le DEC cumulé avec des années d'expérience. Donc, juste vous dire que c'est vraiment le rôle de technicien que vous allez jouer là, suite à l'attestation d'études collégiales. Si on voit un petit peu plus loin, j'ai été chercher des données, dans le fond, sur les perspectives professionnelles qui relèvent, dans le fond, c'est sur un site là, de Service Québec. Donc, pour les estimateurs en construction, pour les perspectives d'emploi 2021-2025, elles sont excellentes. Je vous dirais là, qu'au niveau des professions avec Service Québec, là, on voit souvent bonne, mais excellente, c'est parce qu'il y a vraiment des débouchés dans ce secteur-là. Je vous ai mis des coûts salariaux, dans le fond, mais c'est à titre toujours informatif, hein, parce que c'est des données qui relèvent de 2019 à 2021. Au niveau des évaluateurs, les perspectives d'emploi sont bonnes. Nous, dans le fond, je vous dirais qu'on a régulièrement des appels d'employeurs qui cherchent des finissants. Je pense qu'à l'heure actuelle, on serait capable de placer plus de finissants qu'on est en mesure là, d'en diplômer. Mais tout ça pour vous dire que des fois, on a des milieux de stage aussi qui nous rappellent là, pour nous mentionner là, qu'ils aimeraient bien sûr avoir un autre stagiaire et qui ont des débouchés d'emploi. La prochaine cohorte, dans le fond, c'est la cohorte 4. Donc, ça va être la quatrième là, fois qu'on va donner ce programme-là.
Par la suite, on nous a parlé, tantôt je vous ai parlé du stage en entreprise. Hein. Le but du stage, c'est vraiment d'aller appliquer toutes les compétences là, que vous avez vues durant votre formation. Maintenant, c'est le temps d'aller les appliquer en milieu d'emploi. Je reviens un petit peu tantôt, on parlait de logiciels. Vous allez travailler beaucoup avec Excel. Les entreprises là, travaillent beaucoup avec Excel, de se monter des tableaux avec des formules. Donc, le secteur de l'estimation, oui, utilise certains logiciels, mais nous, c'est sûr qu'on va principalement travailler avec Excel. Oui, on peut vous montrer un logiciel là, qui est utilisé dans le secteur. Mais il y a tellement de logiciels qui sont quand même utilisés par différentes entreprises qu'on ne peut pas vous montrer là, tous les logiciels d'estimation là, qui existent. Fait que c'est sûr que par la suite, il y a quand même des compétences transférables. Hein. Si vous n'avez appris un, vous connaissez le principe du logiciel qui va chercher des données dans une base de données puis qu'ils les exportent là, pour pouvoir faire vos calculs. Bien, à ce moment-là, vous allez être en mesure là, tout de même là, de bien fonctionner là, dans le secteur. Exact. Si je peux en rajouter juste une partie, en fait, c'est pour elle, les logiciels d'estimation, ils reviennent tous plus ou moins à la même chose. Là. Puis ils partent tous de la base. À la base, c'était pensé comme un Excel. Là. Donc, il faut maîtriser Excel. Ensuite, si vous avez joué avec un logiciel d'estimation, vous allez jouer avec tout, dans le sens qu'ils se ressemblent tous quand même plus ou moins. Là. Donc, c'est ça. Dans le secteur de l'estimation, Anthony, c'est moins logiciel, de l'estimation, de l'évaluation, je pense que c'est moins logiciel un peu. Hein? Oui, on est plus Excel. Ouais. OK, parfait. Donc, si on regarde au niveau de la présence au cours, c'est sûr que quand vous êtes aux études, plus vous êtes présent, plus vous avez de chances de réussite. Dans le programme, en général, les taux de réussite sont très bons. C'est sûr que quelqu'un qui s'absente régulièrement mais manque de la matière parce que ce n'est pas de la matière. Vous n'avez pas nécessairement toujours un livre de référence qui accompagne le cours. Donc, c'est vraiment parce que l'enseignant vous dit dans les cours que vous pouvez là, venir assimiler la matière. Il y a peut-être des gens qui aussi sont avec Service Québec. Donc, sachez que c'est sûr que nous, les présences sont prises à tous les cours. Les enseignants ont cette obligation-là parce que pour les gens qui sont avec Service Québec, on doit, là, une fois par mois, aviser là, les agents de Service Québec des présences, des absences au cours, là, considérant que les gens reçoivent un soutien du revenu pendant leur formation. En cas d'absence, dans le fond, un examen, vous allez voir, on va vous expliquer les politiques du collège. Donc, il y a moyen, avec une pièce justificative, là, de reprendre certains examens. Comme je vous mentionnais tantôt, il y a des mesures d'aide, dans le fond, autant quand vous allez débuter votre formation. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, mais il y a aussi des mesures d'aide qui peuvent aller jusqu'au tutorat par les pairs. Fait que ça va arriver. Nous, on est beaucoup en prévention, là, on a beaucoup un discours où on veut que nos étudiants réussissent. Donc, un étudiant qui est présent à ses cours, met les efforts nécessaires pour bien réussir, qui, malgré tout ça, a quand même là, des difficultés pour la réussite d'un cours. On a une mesure qui s'appelle le tutorat par les pairs ou le tutorat par les enseignants. Qu'on peut vous offrir là, pour vous donner un coup de pouce pour comprendre les notions que vous avez un petit peu plus de difficultés. Il y a d'autres mesures aussi qui est les mesures SAID, donc pour les gens là, qui auraient des mesures particulières, déficit d'attention, dysorthographie, etc. Donc des mesures. Sachez qu'au collégial, là, il y a peut-être des gens qui ont vécu ça au secondaire, d'avoir des mesures particulières. Bien, c'est présent aussi au collégial, là, la première, quand les gens sont admis, la première journée à l'accueil, on vous dit la marche à suivre là, pour pouvoir bénéficier de ces services-là. Au niveau de l'admission,
On a 30 places maximum dans la formation. Dans le fond, ce qu'on regarde, c'est est-ce que, comme je vous ai mentionné au début de la rencontre, est-ce que les gens répondent aux conditions générales et spécifiques d'admission, dont les mathématiques. Et une fois que, quand les gens, dans le fond, répondent à ces exigences-là, ben, on peut admettre jusqu'à un maximum de 30 places. Si on a plus que 30 dossiers, ben, à ce moment-là, on va créer une liste d'attente en cas de désistement. Au niveau de comment déposer une demande d'admission, vous avez, prenez en note, dans le fond, vous devez déposer votre demande d'admission en ligne sur le site du SRAM entre le 16 juin, donc à partir de demain, entre le 16 juin et le 29 juillet 2022. Vous devez cliquer là, au niveau des onglets sur « Soumettre une demande d'admission » et par la suite « Candidat à la formation continue ». Donc, tous les AEC, il faut vraiment aller dans la section « Candidat à la formation continue » pour déposer votre demande d'admission. Ce qu'on va vous demander de joindre, quand vous faites votre demande d'admission, vous pouvez inclure des documents à votre dossier. Donc, on va vous demander d'inclure votre curriculum vitae parce qu'on aime voir un peu c'est quoi l'expérience des gens. Est-ce que les gens ont de l'expérience dans le secteur, pas d'expérience dans le secteur? Je veux juste vous dire, ça ne change rien au niveau de votre admission. On n'admettra pas des gens parce qu'ils ont de l'expérience puis d'autres qui n'en ont pas. On a des gens là, qui sont à des niveaux vraiment différents dans la classe là, au niveau des connaissances là, reliées au secteur. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Donc, ça ne change pas au niveau de vos admissions. C'est vraiment pour nous donner une idée. Vous allez devoir aussi déposer un certificat de naissance et prévoir un 30 pour l'étude de dossier qui va être payable lors de votre demande d'admission au SRAM par carte de crédit. C'est important de payer le frais de 30 tant qu'il n'est pas payé les frais de 30 le SRAM ne vous n'enverra pas votre dossier au Cégep de Saint-Jérôme parce qu'il va considérer que c'est un dossier qui est incomplet. Pour les gens qui sont nés à l'extérieur du Québec, ça va être important de fournir vos documents de scolarité que vous avez fait. Il y a peut-être des gens qui ont des évaluations comparatives du Midi, donc c'est important de le joindre à votre demande du SRAM. Pour ceux qui ont fait des études à l'extérieur du Québec, qui n'ont pas fait faire l'évaluation comparative, à ce moment-là, il y a moyen de payer des frais de 50 pour que le SRAM puisse analyser votre dossier et déterminer c'est quoi l'équivalence de scolarité que vous avez là, au Québec. Donc, voilà pour la demande d'admission. Et au niveau des dates, ben, comme je vous disais, la formation débute le 3 octobre, se termine le 8 décembre 2023. Et vous devez là, déposer avant le 29 juillet, qui est la date limite. Après le 29 juillet, c'est sûr qu'on a une période d'admission tardive, qu'on appelle d'inscription tardive. Sachez qu'on va, dans un premier temps, privilégier les dossiers qui sont entrés entre le 16 juin et le 29 juillet. Et s'il nous reste des places par la suite, on va traiter les dossiers là, qui sont arrivés après la première période d'inscription. Nous allons vous donner une réponse par courriel, dans le fond, le 18 août pour les gens qui vont avoir déposé leur demande au plus tard le 29 juillet. Donc, le 18 août, tout le monde est fixé à savoir est-ce que vous êtes admis ou non dans le programme pour débuter le 3 octobre. Donc, on serait rendu à la période de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, puis là, on va pouvoir répondre à vos questions par la suite.